Bonjour et bienvenue dans ce programme spécial coproduit par Europal TV et Terre TV ici dans le Parlement européen à Bruxelles. Je vous présente tout de suite Jean-Marc Gresta. Merci d'être venu, Jean-Marc. Maria, bonjour. Merci de nous avoir invités pour ce débat. Aujourd'hui, les experts disent qu'il n'y a plus de temps à perdre pour combattre le réchauffement climatique. Et pourtant, on a l'impression que les nouveaux objectifs que se sont assignés l'Europe sont timides et peu contraignants. Alors, l'Europe restera-t-elle le leader dans la lutte contre les gaz à effet de serre? Quels espoirs peut-on avoir sur la conférence sur le climat qui va se tenir à Paris dans un an? Pour en parler, nous avons donc Madame Mercedes Bresso du groupe des socialistes et démocrates. Et à votre droite, il y a l'industrie, Alexandre Affre, directeur des affaires industrielles à Business Europe. Et M. Mathieu Bayot, qui est administrateur délégué de la société belge Soltis, qui travaille sur l'ensemble des énergies renouvelables. Alors, tout d'abord, petit rappel des faits, Jean-Marc. Allez, à toi. Eh bien, pour rappel, les gouvernements ont approuvé en octobre un nouveau paquet énergie-climat. Il y a 40% de gaz à effet de serre en moins. Il comprenait également un mix énergétique qui devait comporter 27% d'énergie renouvelable. Et il proposait également de réduire la consommation d'énergie de 27%. Première question, Mercedes Bresso. Est-ce que ce paquet énergie, pour vous, est satisfaisant? Non, ce n'est pas satisfaisant parce que ce que nous avions proposé, c'est d'avoir d'abord des pourcentages plus élevés, les avoir non seulement pour les émissions, mais aussi pour l'efficacité énergétique et l'épargne énergétique, mais aussi d'avoir des objectifs nationaux. Oui, ça, on va y revenir. Voilà. Donc, des objectifs plus élevés, parce que peut-être il faut rappeler, Jean-Marc l'a dit, mais j'ai envie de le souligner, que ces 40% de réduction des gaz à effet de serre, c'est une valeur par rapport à la fin des années 90. Monsieur Affre, vous, ça va dans le bon sens et surtout peut-être c'était le seul type de compromis qu'on pouvait avoir vu la crise économique qui encore, persiste en Europe. Quelle est votre opinion sur l'ensemble du paquet? Pour nous, les conclusions du Conseil européen d'octobre, c'est qu'il y a une prise de conscience que la politique européenne en matière de climat doit être réformée. Donc c'est une chose positive, prise de conscience. Maintenant, on n'est pas complètement satisfait, probablement pour des raisons un peu différentes des vôtres. On pense que les 40% sont un objectif très ambitieux. On demande à l'Union européenne en 10 ans de faire ce qu'elle a fait en 20 ans. Donc pour nous, c'est un objectif très ambitieux, ce qui veut dire qu'il faut absolument que les autres grandes nations, Chine, États-Unis, pour donner 2 exemples, rejoignent un accord global contraignant en 2015 à Paris pour qu'on n'ait pas de perte de compétitivité de la part de l'industrie européenne. Je rappelle d'abord que ça, c'est un des secteurs dans lequel l'Europe, comme capacité de production d'équipements pour atteindre ses objectifs, est parmi le continent le plus avancé, les pays les plus avancés. Donc, que freiner dans cette direction veut dire aussi tuer toutes les activités de production d'équipements pour atteindre ces objectifs qui s'étaient mis en place. C'est toujours très dangereux de freiner. Je suis d'accord que 40% c'est très ambitieux. On ne pourra pas l'atteindre si on n'a pas aussi des objectifs dans l'épargne et dans l'efficacité énergétique, parce que ces 3 niveaux se tiennent. Si on ne fait pas de l'efficacité et de l'épargne, on n'arrivera pas à réduire d'une façon efficace et qui ne soit pas trop chargé sur les entreprises. Parce que réduire les émissions à effet de serre, ça ne veut pas dire seulement les entreprises, ça veut dire les ménages, ça veut dire le transport. Mais tout ça, c'est possible si on a des objectifs très clairs et si on les définit aussi, comme on disait avant, par rapport au pays. Vous parlez de frein, M. Bayot, vous, sur le terrain, puisque vous travaillez sur ces questions-là, vous sentez, comment vous analysez ces objectifs? D'une part, il y a les objectifs, après il y a la mise en place pour les réaliser. Ce qu'on a constaté, nous, depuis 2008, c'est que les États, en tout cas la Belgique, a diminué très fortement les aides, les subsides, et en tout cas le message de soutien par rapport aux énergies vertes de manière générale, que ce soit d'abord au niveau fédéral et ensuite au niveau régional. Et aujourd'hui, on voit une baisse dramatique, d'une part, des investissements dans ce type d'énergie verte, on va dire, et également un message qui est complètement troublé. Et pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, le premier objectif des nations,
eh bien, c'est de respecter les accords de Maastricht qui sont les 3% de déficit maximaux. Et donc, dans quoi est-ce qu'on réduit les coûts? Notamment dans l'énergie verte et dans l'environnement. Et donc les aides et les soutiens à ce niveau-là sont en train de baisser et baissent très fortement. Oui, parce que peut-être il faut encore une fois expliquer que la nouveauté de ces paquets, donc je rappelle à qui nous suit, c'est que maintenant ces objectifs sont au niveau communautaire, alors qu'avant il y avait des objectifs par pays. Donc, Monsieur Affre, je reviens à vous. Comme dans tout ménage, comme dans toute école, quand il n'y a pas des examens, on ne fait pas les devoirs. Il n'y a pas les risques que l'industrie dise simplement stop. Pourquoi je dois faire des efforts si finalement, même un État, même un gouvernement a déjà des gros problèmes de budget? Pourquoi doit faire des efforts dans les énergies renouvelables, dans ce type d'investissement? D'abord, M. Affre, puis Mme Bressot, vous pourriez répondre. Je pense que la première chose, c'est qu'il y a un objectif qui va se décliner par État membre, c'est l'objectif de réduction des gaz à effet de serre, c'est 40%. Ça, c'est un objectif qui va être contraignant au niveau de chaque État membre. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est un objectif très ambitieux. Après, c'est certain que sur les renouvelables, sur l'efficacité énergétique, l'Europe doit continuer à faire des efforts. Elle ne peut pas non plus ignorer le fait que c'est des politiques qui ont un coût, ces politiques climatiques, soutien aux renouvelables, subventions aux renouvelables, développement de l'efficacité énergétique, ça a un coût. Et ça a un coût notamment sur la facture énergétique que les industriels, consommateurs d'énergie, payent. Et là, il y a un vrai problème de compétitivité entre l'industrie européenne et les industries, notamment aux États-Unis, qui ont vu leur prix de l'énergie chuter de manière très significative avec la révolution de gaz de schiste. Donc il y a vraiment un effort à faire, selon nous, à mettre en place des politiques climatiques qui ont un impact moins important sur le coût de l'énergie, qui est un facteur de compétitivité important pour un grand nombre de secteurs industriels en Union européenne. Et cette compétitivité ? On ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. On a fait un choix très clair de miser sur les renouvelables dans un sens très large. On peut travailler à élargir le spectre renouvelable. On a misé beaucoup sur l'efficacité et l'épargne parce que ça coûte moins cher que les renouvelables et ça obtient le même résultat de réduire la facture énergétique, tandis que parfois les renouvelables, c'est vrai, peuvent à court terme au moins l'augmenter. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est maintenant s'arrêter pour deux raisons, je le disais, parce qu'il y a tous des secteurs industriels et des services qui se sont mis en place sur cette perspective et donc ils doivent être la preuve, c'est poussés, non freinés. C'est la preuve. Voilà. Mais par exemple, les 300 milliards dont on est en train de discuter, c'est le plan Juncker, c'est le cadeau de Noël. Le plan Juncker doit être fortement centré sur la nouvelle politique énergétique. Parce que sur ça, je suis d'accord. Il faut aller de l'avant, mais il faut aussi tenir compte du fait que l'Europe a un coût énergétique supérieur à d'autres pays et donc elle doit y mettre le poids, mettre des ressources qui permettent de passer cette phase et de se retrouver, tandis que les autres vont continuer à avoir le problème de la pollution, de l'effet de serre, etc., se trouver en avant et pouvoir vendre aussi des technologies. Mais là, maintenant, il faut faire l'effort et mettre l'argent. Si on arrête de financer, de faciliter la mise en place de ces trois créneaux, ça va être dramatique. Vous avez absolument raison, par exemple sur l'efficacité énergétique, il ne faut pas reculer, ça c'est clair. Il ne faut pas non plus se tromper d'objectif. En termes d'efficacité énergétique, on sait très bien que le plus grand potentiel d'économie, c'est dans les bâtiments. Donc il faut avancer et financer dans les bâtiments. Mais pour ça, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'un objectif européen d'efficacité énergétique au niveau macroéconomique. La deuxième chose, c'est, vous avez raison, les Chinois avancent. On a vu hier, il y a eu un accord conjoint fait par les États-Unis et la Chine pour des objectifs climatiques après 2020. C'est une bonne chose, notamment avant la COP à Lima dans 15 jours. C'est une bonne chose, ça doit stimuler une dynamique positive. Maintenant, il faut faire attention, quand on regarde ce que les États-Unis et la Chine mettent sur la table, c'est nettement moins ambitieux que ce que l'Union européenne a mis sur la table. On y arrive. Jean-Marc, nous avons peut-être quelque chose à proposer. Il y a un reportage que l'on peut vous proposer sur l'Autriche, où un village a décidé d'investir dans l'énergie renouvelable. À partir de bois, ils produisent du gaz et ils ont réussi à redynamiser toute leur région. C'est un reportage de Hugues Weinstock. Pendant des années, cette petite ville autrichienne adossée à la frontière hongroise était l'une des plus pauvres du pays. Mais depuis la fin des années 90, elle est devenue un modèle de réussite socio-économique. Son secret,
avoir misé sur les énergies renouvelables. Ici, aucune éolienne à l'horizon, mais plusieurs centrales à biomasse comme celle-ci, dont la particularité est de transformer du bois en gaz. It's gold for us, it's absolutely gold for us. But it's not only gold in a kind of money, it's also the wealth and the future of our community. It gives and helps the mankind. We take, with a very high efficiency, the energy out of the woods and we put it into gas. We turn it immediately into gas. We don't burn it, we gasify it, which is our own technology. And the gasified wood gives a gas which can be sent into a gas engine to produce energy, electric and heat. Et cette chaleur est redistribuée aux habitants grâce à plusieurs réseaux de tuyaux qui parcourent la ville. À 5 km de la centrale, Tony, un enseignant retraité, nous ouvre les portes de sa maison. Il est raccordé depuis plus de 10 ans au système de chauffage urbain. Les énergies renouvelables couvrent 30% de la consommation d'énergie totale en Autriche. Plus de 1000 emplois ont été créés. Le pays ambitionne l'autarcie énergétique d'ici 2050. La ville de Güssing et sa région souhaitent devenir un centre de référence. Alors Monsieur Bayot, on voit que des solutions donc existent et peuvent créer des emplois. Vous, sur le terrain, vous avez profité quand même de ces aides et vous avez pu créer du business. Tout à fait, et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être revenir tout à l'heure sur la notion de coût. On parle toujours de coût pour l'énergie verte. On peut peut-être aussi parler d'investissement. C'est un investissement sur le futur. Et évidemment, quand on investit, il faut d'abord débourser de l'argent. Rien qu'en Belgique, il y a eu, et du côté francophone, plus de 3000 créations d'emplois en 2-3 ans. Ces personnes qui ont de l'emploi cotisent, créent de l'économie tout simplement. Et le fait de s'arrêter maintenant, c'est casser une filière et c'est tout simplement aussi remettre toute une série de gens au chômage. Monsieur Affre, est-ce que ce n'est pas un nouveau modèle qu'il faudrait inventer? Parce qu'on parle de petits avec des producteurs locaux. Le grand est là, on l'a devant nous. L'éolien commence à devenir une grande activité de production. Grande activité, mais aussi peut-être un nouveau modèle de producteurs d'énergie qui sont locaux et qui distribuent localement. C'est peut-être une nouvelle chose, une nouvelle piste? Je pense qu'il faut clairement, l'agenda politique, ça doit être un agenda positif pour l'ensemble de l'industrie, les petites, les moyennes, les grandes entreprises. Il est clair que sur les petites et moyennes entreprises, notamment, il ne faut pas que le cadre juridique change régulièrement. Il faut qu'il y ait une clarté juridique et une stabilité juridique qui permettent d'avoir une vision à moyen long terme dans les investissements. Il ne faut pas que la politique climatique, néanmoins, n'ait un impact coût trop fort sur les entreprises qui sont dans la compétition mondiale et qui ont à faire face à des produits qui arrivent de Chine, des États-Unis. Allez-y, proposition. Comme on a fait pour l'agriculture, nous on avait ce qu'on appelait les restitutions, encore à l'exportation. Donc si pour obtenir nos objectifs, nous avons besoin d'avoir des coûts énergétiques pour un certain temps plus élevés, on pourrait faire une restitution à l'exportation à nos entreprises qui respectent les paramètres, qui s'engagent dans ces paramètres. Donc quand ils exportent, on leur restitue le différentiel du coût énergétique. Ça pourrait être une politique, ça marchait pour l'agriculture, ça peut marcher pour d'autres. Il y a de toute façon, il y a un système d'aide qui est en place par rapport à ces grandes entreprises qui sont exposées au commerce international. Il y a certainement aussi quand même beaucoup d'efforts à faire sur la mise en place de ces politiques climatiques, notamment les systèmes de subventions renouvelables. Les systèmes des prix garantis, c'est quelque chose qui a fait exploser la facture énergétique. Il y a certainement moyen pour un certain nombre de technologies qui sont matures d'être entrer en compétition sur le marché de l'énergie en Union européenne et d'être moins subventionnés. Je ne voudrais pas m'arrêter là, excusez-moi, il y a un thème quand même très important, c'est que nous rentrons dans une année de préparation super importante, c'est la réunion de Paris l'année prochaine. Quels sont pour vous les objectifs réalistes qu'on peut atteindre à Paris?
Moi, je pense que puisque justement la Chine et les États-Unis commencent à comprendre l'importance de la lutte au changement climatique, mais aussi les enjeux techniques, industriels, commerciaux qu'il y a derrière ces sujets, je pense que notre objectif doit être fort, trouver un accord au niveau mondial qui permette à l'Union européenne de continuer avec une politique forte et en même temps de rester concurrentielle au niveau mondial. Donc, pousser les autres. Je pense que ce n'est pas impossible. Monsieur Soltis, parce que là, vous avez, je vous glisse ça, en fait, dans les prochains mois, le Parlement doit aussi voter sur le paquet énergie qui revient au Parlement. Donc, si vous voulez suggérer quelque chose à Mme Bresso, qui est un peu pressée parce qu'il y a la session qui commence, ben, c'est le moment de lui dire qu'est-ce qu'à votre avis, les hommes politiques, les femmes politiques doivent faire pour l'industrie, pour l'économie, même qui travaille sur les terrains. Vous avez parlé d'une aide à l'exportation, justement, de nouvelles technologies ou ce genre de choses. Je pense qu'il faudrait réfléchir aussi à favoriser l'industrie européenne en termes notamment de photovoltaïque. Aujourd'hui, 90% des produits que nous proposons à nos clients sont des produits chinois parce que justement la production chinoise coûte moins cher que la production européenne et nous avons toute une série d'industries, notamment allemandes, qui sont en train de mettre la clé sous le paillasson parce qu'ils ont des coûts de production trop élevés. Et donc peut-être il faudrait voir à ce niveau-là s'il n'y a pas quelque chose à faire. Message reçu et je m'excuse. Bien, Madame Bresso, merci de votre présence. On le comprend, les enjeux sont importants. Il y a une prochaine étape qui sera Paris en 2015, où les négociations vont encore continuer. Il y a une étape préliminaire qui sera à Lima, où il va déjà y avoir un petit peu de discussion. On pourra suivre ce qu'il en est et comment l'Europe se positionne par rapport à l'échiquier mondial. Eh bien, pour cette émission, c'est tout. Merci d'avoir participé. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir.